Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager 4 clés pour ne plus jamais étouffer l'appel de votre âme. Et la première, c'est d'arrêter de croire que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Vous avez le droit de vouloir plus, même si vous avez déjà beaucoup. Vous avez le droit de désirer encore plus de la vie, même si personne autour de vous ne le comprend. À chaque fois qu'on ressent ce tiraillement intérieur, c'est qu'il y a véritablement un tiraillement entre l'appel de l'âme et nos peurs mentales qui nous incitent à rester dans notre zone de confort. Une zone de confort que j'appellerais plutôt la zone du connu, parce qu'elle n'est pas si confortable que ça. Il y a donc un tiraillement entre ce qu'on connaît et qui est rassurant, on va dire, et de l'autre côté, le désir d'aller ailleurs, le désir de manifester une nouvelle réalité, le désir de transformer sa réalité. Le problème, c'est que l'âme murmure, tandis que le mental est très bavard et qu'il remplit véritablement tout l'espace. On a donc besoin d'écouter ce que nous dit notre âme au-delà de ce discours intérieur et de ce parasitage du mental. Et donc ici, la première chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de fracasser littéralement l'idée qu'on devrait se contenter de ce qu'on a. Vous n'avez pas à vous contenter de ce que vous avez. Vous avez entièrement le droit de désirer plus de joie, plus d'argent, plus de rire, plus de sécurité, plus de liberté de voyager. Bref, vous avez le droit de désirer plus. Et il n'y a pas de contradiction entre l'idée d'être en gratitude pour tout ce que nous avons déjà et le fait de vouloir plus. On peut ressentir une profonde gratitude parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin, parce que par exemple on ressent plein d'amour, on est libre de bouger partout où on le désire, parce qu'on se sent en sécurité chez soi. Bref, on peut être en gratitude pour tout plein de choses et en même temps désirer plus. On peut être heureuse, heureux dans notre travail et désirer plus d'argent. On peut être en gratitude parce qu'on fait le plus beau métier du monde et en même temps vouloir plus de temps libre. Tant que c'est un désir du cœur, c'est un appel d'âme. Mais le plus difficile, c'est peut-être de faire la différence entre un désir du cœur et un désir qui est ancré dans une blessure. Par exemple, si on veut de l'argent et que c'est ancré dans une blessure, la plupart du temps, il va y avoir une vibration du manque et ça va nous rendre totalement triste de constater qu'on n'a pas cet argent qu'on veut. Mais si le désir de cet argent, c'est un moyen pour obtenir quelque chose que notre cœur désire plus que tout. Si par exemple on veut plus d'argent parce qu'on a envie d'apprentissage, on a envie de faire l'expérience d'apprendre des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles ou de connecter avec des gens qui nous ressemblent, notre communauté de cœur. Dans ce cas, ce n'est pas pour pallier un manque, c'est plutôt pour pouvoir s'offrir les meilleures formations ou peut-être les meilleurs accompagnements. Et donc, ce n'est pas du tout ancré dans la même énergie. La différence entre l'appel d'âme, un désir du cœur, et un désir qui est ancré dans une blessure, c'est, si vous voulez, c'est le voyage. Parce que dans le premier cas, si c'est un désir du cœur, on va littéralement kiffer le voyage. Par contre, quand c'est ancré dans une blessure, on va souffrir et on va vraiment être impatiente, impatient, tellement on n'est pas bien là où on est. Par exemple, si le désir d'avoir plus d'argent est ancré dans une blessure d'abandon, qui a un besoin d'insouciance, on va vouloir coûte que coûte se débarrasser des responsabilités d'adulte, on va dire, parce que l'insouciance, c'est vraiment ne pas vouloir avoir à gérer des affaires de grands, on va dire ça comme ça. Ce chemin-là va nous faire souffrir parce qu'on n'est pas en train d'aller vers quelque chose qu'on désire, mais on est en train de fuir, d'éviter quelque chose qu'on ne veut pas. C'est ça qui fait souffrir. Mais si votre cœur est en joie à l'idée de financer ce projet, ce grand but, c'est probablement un désir du cœur, c'est très probablement un appel d'âme. Maintenant, il y a un piège. Le piège, c'est qu'on peut faire la confusion entre la joie du cœur et la joie mentale. Cette joie mentale est ancrée dans l'espoir, l'espoir de résoudre un problème, l'espoir de sortir d'un endroit où on ne veut plus être, l'espoir de s'en sortir, l'espoir de se faciliter la vie. Mais s'il y a un espoir et pas une joie du cœur, là aussi très probablement c'est ancré dans une blessure. Alors je ne sais pas si ça se manifeste de la même manière pour tout le monde, mais en tous les cas je vais vous partager comment j'arrive à faire la différence personnellement. En fait, j'ai appris à différencier les deux de cette manière-là. Ce que j'ai observé, c'est que quand il y avait
une joie mentale, donc l'espoir de se débarrasser de quelque chose de désagréable. Je ressens plutôt comme un pic de joie, un pic agréable, mais c'est sous forme d'un pic vraiment très très bref. Et quand c'est la joie du cœur, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus diffus, que c'est plus ample. C'est comme ça que j'arrive à différencier les deux. Mais ce n'est pas du tout évident. Quand il y a l'espoir, on peut vraiment confondre ça avec la joie du cœur. Donc faites attention à ce point-là parce que ça peut vraiment prêter à confusion. Donc pour récapituler, cette première clé, cette première partie de vidéo, l'idée, c'est d'arrêter de croire qu'il faut absolument se contenter de ce qu'on a. Vous avez le droit de vouloir plus, même si personne ne comprend. Vous avez le droit de désirer plus, même si vous êtes déjà en gratitude pour ce que vous avez. On peut parfaitement combiner gratitude et désir du cœur. Et la deuxième clé dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il est temps d'arrêter d'attendre la permission. Il est temps d'arrêter d'attendre la permission, que ce soit celle de nos proches, de notre famille, de nos parents, de nos enfants, de notre partenaire, de nos voisins. Il est temps d'arrêter ça. La seule personne qui doit donner la permission, la seule personne qui peut donner la permission, c'est vous-même. On arrête de l'attendre de l'extérieur. Et d'ailleurs, je vous suggère même plus, je vous suggère de vous entourer de personnes, non pas qui vous donnent la permission d'y aller, mais je vous suggère de vous entourer de personnes qui se donnent la permission d'y aller. Vous voyez l'idée? Donc en fait, quand on s'entoure de personnes qui osent s'écouter, qui osent se lancer, et même si ce n'est pas ce que les autres attendent d'eux, quand on s'entoure de personnes qui s'autorisent y aller et qui n'attendent pas qu'on leur dise oui, vas-y, tu peux y aller, tu mérites d'avoir plus d'argent, tu mérites d'avoir plus de temps libre, tu mérites d'avoir plus de succès. Quand tu t'entoures de personnes qui s'autorisent sans attendre la permission des autres, ça va faire écho avec la part de soi qui a vraiment très envie d'y aller. Mais si autour de nous, il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à y aller, ou bien des personnes qui pensent que ça ne vaut pas la peine d'y aller, ou que c'est trop risqué d'y aller, ça va être autant de miroirs autour de soi qui vont venir appuyer, qui vont venir réveiller la part de nous qui pense la même chose, qui pense que oui, peut-être que c'est trop risqué, peut-être que ça ne vaut pas la peine, peut-être que je ne le mérite pas. Par contre, si on s'entoure de personnes qui osent y aller, qui n'attendent pas la permission pour y aller, qui pensent que ça en vaut toujours la peine, tant que c'est un désir du cœur, ça en vaut la peine, là, ça va venir activer la part en nous qui a vraiment envie d'y aller. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de tous ces programmes qui permettent de mettre en relation, de connecter des personnes qui ont les mêmes codes, les mêmes règles de vie et qui ont le même but. Ça permet d'avoir autant de miroirs de personnes qui sont en mouvement et en chemin vers une même direction. Si toutes les personnes dans un groupe ont les mêmes règles du jeu, par exemple la solidarité, l'empathie, la bienveillance, la transparence, enfin un maximum de transparence, un bon niveau de transparence, de l'authenticité, etc. Si ces personnes ont les mêmes règles du jeu et que ces personnes sont sur le même chemin, je peux vous assurer que ces personnes-là vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que les autres. Et c'est le grand intérêt des formations, c'est de constituer des communautés, des systèmes qui sont dans un certain mouvement. Ce n'est pas une question de hack, de technique, de stratégie inédite. Non, c'est vraiment la force de la communauté qui peut nourrir l'énergie pour que chacun, chacune puisse avancer vers ses buts. C'est cet effet miroir qui va venir réveiller des parts en nous qui ont vraiment l'élan d'y aller. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on voit le plus ou qui sont les plus proches de nous. En réalité, on contribue à la moyenne des systèmes auxquels on est connecté. Donc si on est connecté à un seul système et qu'il est en stagnation, s'il est formé de personnes qui n'ont pas du tout envie d'avancer, qui sont bien là où elles sont, et si nous, on essaye de changer de palier vibratoire, on va être tiré sans cesse vers le bas. On va être happé par l'énergie du système qui refuse de bouger et qui va forcément nous freiner en nous tirant vers l'arrière. Et si on se connecte à un système qui est déjà en mouvement, qui est déjà en train de cheminer, qui est déjà en train d'avancer, rien que le fait qu'on y soit connecté, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de l'énergie, comme si on allait être nourri par le mouvement même de ce système.
Et si en plus ils sont en mouvement vers la même direction qu'on désire et qu'ils ont les mêmes règles du jeu que nous, on va pouvoir aller vers notre but d'une manière plus rapide et plus facile. Et surtout, sans se prendre la tête. Parce que toutes les questions comme est-ce que je suis légitime ou pas, est-ce que je le mérite ou pas, est-ce que je peux y arriver ou pas, tous ces doutes-là sont totalement effacés par l'existence même d'un groupe qui va vers ce but-là. On ne peut pas continuer à se poser ce genre de questions dans un collectif qui ne se pose pas du tout cette question et qui même au contraire nous projette cette idée que c'est possible d'y aller, que c'est possible d'être en mouvement, que c'est possible de se donner la permission. Donc si vous avez vraiment envie de manifester une nouvelle réalité, si vous avez envie d'aller vers vos buts les plus grands, connectez-vous à des systèmes qui sont déjà en train de faire la même chose, qui sont déjà sur le chemin et qui ont déjà atteint le palier que vous avez envie d'atteindre. Vraiment, allez-y parce que c'est un catalyseur fantastique et c'est aussi l'occasion de connecter à sa communauté de cœur. Petite parenthèse promo, c'est exactement ça qu'on fait dans le programme En Vol. On est un groupe en mouvement qui avance vers un but bien clair. Et ce qui est magnifique, c'est que chacune propulse l'autre dans le groupe rien que par le fait qu'elle soit déjà en mouvement. Donc quand il y en a une qui fait quelque chose, c'est comme si elle ouvrait le chemin pour que toutes les autres puissent voir comment y aller. Et quel que soit le but qu'on se fixe au final, le vrai grand but, c'est de vivre une vie qu'on kiffe, de vivre une vie qui nous élève, de vivre une vie qui nous ressemble, d'oser écouter son cœur, d'avancer et de devenir inarrêtable. Le véritable grand but d'Envol, c'est de se libérer des mécanismes des blessures pour devenir inarrêtable. Et une fois qu'on devient inarrêtable, à chaque fois qu'on se fixe un nouveau but, à chaque fois que le cœur désire quelque chose, eh bien on va y aller, tout simplement. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Ou bien peut-être, oui, il peut y avoir des peurs, mais ce ne sont pas des peurs insurmontables. En tous les cas, ce ne sont pas des peurs qui freinent, qui nous empêchent d'y aller. Et on y va, on trace vers nos buts les plus grands. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cette deuxième clé, dans cette deuxième partie de vidéo. C'est vraiment qu'au lieu d'attendre la permission, je vous invite vraiment à vous connecter à des groupes, à des systèmes qui ont déjà réalisé ça ou qui sont peut-être en mouvement vers cette direction-là. Encore une fois, le groupe n'est pas là pour donner des astuces, des hacks, mais plutôt pour refléter vos forces. Rappelez-vous, on est la moyenne vibratoire des systèmes auxquels on est connecté. Et la troisième clé que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est de ne pas attendre d'être totalement et parfaitement libéré pour commencer à avancer. Vous n'avez pas besoin d'être totalement, entièrement, à 100% libéré et guéri pour pouvoir commencer à avancer vers vos buts. Et c'est d'ailleurs même le contraire. Pour pouvoir totalement se libérer, il faut avancer. On ne peut se libérer totalement qu'en avançant. On ne peut pas le faire en étant à l'arrêt. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime à répéter parce que c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement. On a l'impression qu'il faut être à l'arrêt, qu'il faut d'abord guérir, se réparer, se libérer, assainir, régler tout ce qu'il y a besoin d'être réglé et ensuite on se lève et on va commencer à avancer. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut même d'ailleurs faire de la manière inverse, c'est-à-dire que si on veut se libérer, il va falloir qu'on se mette en mouvement parce que chaque mécanisme de blessure agit comme un élastique qui tire. Mais si on est à l'arrêt, si l'élastique est au repos, il ne va pas tirer. On va pas le voir et on va pas pouvoir le libérer. Il faut se lever et avoir le courage de commencer à cheminer même si tout n'est pas parfait encore. Et c'est là qu'en chemin, on va sentir un élastique qui va tirer à l'arrière. C'est là qu'on va pouvoir le dégommer. Donc quand on se met en mouvement, on avance, on va avoir un élastique qui tire, on va le voir, le conscientiser, le libérer, et ensuite on va pouvoir avancer un peu plus. Un deuxième élastique va se mettre à tirer, qui était peut-être plus ample, qui avait plus de mou que le premier, et ainsi de suite. Et on va dégommer comme ça élastique après élastique jusqu'à ce qu'on arrive au palier désiré. Et ceci est valable aussi pour les professionnels de l'accompagnement, qui ont le sentiment qu'elles ont besoin d'être à la limite parfaite, irréprochable, pour s'autoriser à commencer à accompagner et à aider les gens. Mais on est légitime même si on n'a pas terminé de se libérer. Il faut avancer pour être totalement libéré. Débarrassez-vous de l'idée qu'il faut être la version parfaite, la version améliorée, la meilleure version de soi-même
pour pouvoir commencer à avancer et à faire des choses et aller vers nos désirs du cœur. Non, c'est faux. On avance et on est déjà parfait tel qu'on est pour avancer et on va s'occuper de chaque élastique qui va tirer en chemin. Et là, je voudrais m'adresser aux coachs et professionnels de l'accompagnement qui pensent qu'elles doivent être à 100% irréprochables pour être légitimes d'accompagner. Sachez que quand on arrive à un palier, on n'a plus du tout envie de regarder en arrière et d'aider les personnes à arriver à ce palier-là. On ne peut qu'aider les personnes qui sont sur le même chemin que nous. On est sur le même chemin, mais le coach, l'accompagnant, il est un mètre devant les autres et il va pouvoir guider et expliquer comment cheminer, comment avancer. Mais vous et les personnes que vous accompagnez, vous avez exactement le même grand but. Ce que vous aidez vos clients idéaux à faire, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire pour vous-même. Vous n'êtes pas à des kilomètres devant les personnes que vous accompagnez. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, mais bon, ça, c'est vraiment ma vérité personnelle, hein. Elle n'engage que moi, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais j'ai l'impression que plus les personnes qu'on accompagne sont proches de là où nous sommes, et plus on kiffe de les aider, parce qu'on les comprend tellement. On vient à peine de traverser ce qu'ils sont en train de traverser. Si on est trop loin, si on est à 10 kilomètres devant eux, d'abord, comment est-ce qu'on va pouvoir les guider? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous entendre? Est-ce qu'il nous faut des jumelles et un mégaphone pour communiquer avec eux? Non, on est trop loin. Il faut qu'il y ait cette proximité sur le chemin. On n'aide pas en criant dans un mégaphone depuis 10 kilomètres. On aide en marchant à côté. Ce qui nourrit en aidant les personnes qui sont vraiment juste à côté, vraiment pas loin du tout, c'est qu'on est nourri d'une manière réciproque. Parce que nous, on aide les personnes à cheminer, mais ces personnes-là vont aussi nous stimuler à continuer à avancer. Et quand on arrive au palier désiré, bah, regarder en arrière, ça ne nous intéresse plus. Parce que si on continue à aider les personnes sur ce chemin qu'on vient de terminer, ça implique qu'on est à l'arrêt et qu'on regarde derrière. Or, quand on arrive à un palier, ben, on a envie de savourer, on a surtout envie de regarder devant nous et peut-être de choisir un nouveau chemin. Donc c'est parfaitement normal, je dirais même c'est nécessaire, c'est essentiel que vous soyez encore pas totalement libéré pour pouvoir aider les personnes sur le même chemin que vous êtes en train de faire. Donc en résumé, pour avancer, on n'a pas besoin d'être totalement libéré, on a besoin d'être suffisamment libéré pour pouvoir avoir l'amplitude d'avancer. Et c'est exactement ça qu'on fait dans le programme en vol. On utilise la méthode clé, CLE, pour cycle de libération et d'élévation, pour pouvoir se libérer suffisamment et continuer à cheminer, à avancer vers nos grands buts. Et la quatrième clé que je voulais te proposer dans cette vidéo est liée à une phrase que j'entends beaucoup, qui me fait sourire parce qu'en fait, elle ne résonne pas du tout en moi. Alors peut-être pour vous, elle résonne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour moi, pas du tout. Je vais vous partager la phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il s'agit de l'idée d'avoir peur de réussir. Je crois qu'il y a une citation célèbre qui dit quelque chose comme on n'a pas peur d'échouer, on a peur de la grandeur de notre lumière. Enfin, excusez-moi si c'est pas exactement ça la phrase, mais c'est un truc comme ça. Je trouve que c'est un très joli baume apaisant de dire ça, mais vraiment, ça ne trouve pas écho en moi du tout. Mais peut-être que ça résonne chez d'autres, je sais pas. Mais moi, je dirais que ce n'est pas qu'on a peur de réussir. Je pense que derrière cette peur de réussir, réellement, il y a une peur du prix que ça va nous coûter de réussir et peut-être même une peur de combien ça va nous coûter de maintenir la réussite. Disons par exemple qu'on a peur de sortir un best-seller, mais est-ce qu'on a vraiment peur de sortir un best-seller ou est-ce qu'on a peur de ne pas réussir à en faire un autre, à en sortir un autre, à en écrire un autre tout aussi bon après? On a peur peut-être d'écrire un best-seller et ensuite le livre suivant, bah, il va être détesté par tout le monde. Et on a peur aussi peut-être de toute l'énergie qu'on va mettre à faire des recherches pour trouver cette autre idée qui va être aussi bonne ou meilleure que la première. Je ne pense pas qu'on ait peur de réussir. Je pense profondément qu'on a peur du prix que ça va nous coûter, des efforts que ça va nous coûter, de l'énergie que ça va nous coûter. Et puis aussi, on a peur qu'une fois obtenu le succès, chacun va définir le sien, ben, il va falloir aussi maintenir le même résultat. Et c'est ça peut-être qui fait peur. Et du coup, une conséquence possible à tout ça,
c'est de ne pas s'autoriser à rêver grand. Et on ne s'autorise pas à rêver grand parce qu'on a l'impression peut-être qu'il faut agir grand pour manifester grand. Et agir grand, c'est ça qui est coûteux. Mais ce n'est pas le cas parce que toutes les personnes qui ont réalisé de grandes choses ont commencé par une toute petite chose, par un tout premier pas. Les champions qui ont gagné de grands chelems ont commencé par une première partie de tennis. Les marathoniens ont commencé par un premier kilomètre. Ce qui est grand a été construit brique par brique. C'est tout. Si vous désirez écouter votre cœur, si vous voulez manifester cette nouvelle réalité, vous avez besoin de décider que c'est non négociable. Vous mettez le cap et vous y allez avec détermination. Mais ça ne veut pas dire que vous devez y aller au pas de course. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut y aller tout de suite et au plus vite. Mais ça veut dire qu'il va falloir entamer le chemin. Et je pense ici que l'idée principale à retenir, c'est de créer de nouvelles habitudes qui vont nous aider et qui vont soutenir ce cheminement. Et il faut que ces habitudes, je puisse les tenir dans le temps, il faut que ce soit durable. Et c'est ça, en fait, je pense, le plus délicat, le plus laborieux, le plus difficile peut-être, c'est de trouver ces habitudes qu'on va pouvoir installer d'une manière durable et qui vont nous mener vers nos buts les plus grands. Et là, les amis, il n'y a pas de recette magique. On n'est pas tous égaux face aux résistances mentales. On n'est pas tous égaux face à l'inconfort. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec l'inconfort et elles vont pouvoir avancer vraiment beaucoup plus vite que les autres. Mais pour d'autres, il y a véritablement une tolérance à l'inconfort qui est vraiment très faible. Mais c'est pas grave, parce que même dans ce cas-là, on peut avancer. Les pas seront peut-être plus petits, mais on va avancer quand même. Quelle que soit la taille du pas qu'on va faire, on sera toujours beaucoup plus proche aujourd'hui qu'hier. Le plus important, c'est de continuer à avancer. Donc on ajuste, on adapte la taille de nos pas, on ajuste l'investissement en énergie selon ce dont on dispose et selon aussi notre tolérance à l'inconfort. Ça me fait un peu penser aux exercices de musculation, à la résistance. En fait, c'est l'idée, c'est vraiment que si c'est trop difficile, il faut diminuer les poids et si c'est trop facile, il faut augmenter les poids. On devrait faire la même chose dans nos habitudes qui nous mènent vers les désirs de notre cœur. Il faut trouver le bon tempo, le bon rythme et peut-être même l'accélérer au fur et à mesure. Parce qu'une fois qu'on commence à gagner en confiance, une fois qu'on commence à avancer, à se rapprocher de notre but, on va pouvoir même accélérer le pas. Ou pas. Ce n'est pas une course, la vie. Il faut aussi kiffer le chemin. Et pour kiffer le chemin, il faut que les choses se fassent d'une manière raisonnablement inconfortable. Il ne faut surtout pas que ce soit dans la souffrance, parce qu'un chemin qui est dans la souffrance, à mon sens, ce n'est pas un bon chemin. On peut parfaitement prendre un chemin un peu plus cool, un chemin plus long mais plus agréable, mais la direction va toujours rester la même. On ne change surtout pas les buts, mais on peut changer la manière avec laquelle on avance. On révise les habitudes, jamais les buts. Si les habitudes d'aujourd'hui ne nous permettent pas d'accéder au désir de notre cœur, nous devrons réviser les habitudes et non les buts. Et c'est pour ça que j'ai une manière particulière d'établir les objectifs, de définir les habitudes. Et j'ai envie de vous la partager. Peut-être que ça va être utile à certains, certaines d'entre vous. Si je reprends l'exemple des coachs, on va dire par exemple que le but, le grand but, c'est de vivre confortablement de son métier de coach. Et on pourrait se dire par exemple que l'un des jalons nécessaires pour atteindre cet objectif-là, c'est d'avoir 100 000 abonnés sur l'une des plateformes. Mais cet objectif n'est pas entre nos mains. Donc on va le transformer, on va en faire ressortir des habitudes à installer. Alors, comment convertir ça en habitude? Comment convertir un objectif en habitude? C'est en se disant, OK, je veux faire 100 000 abonnés. Qu'est-ce que je dois faire et qui est entre mes mains, qui est une habitude à installer, qui va soutenir ce but de faire 100 000 abonnés? Ça peut être par exemple de sortir 3 vidéos par semaine, ou 2 vidéos, ou une vidéo. Après, plus il y en a, plus bien évidemment, le chemin va être court. Mais disons qu'on va établir, instaurer une nouvelle habitude qui est de publier 3 vidéos par semaine. Et que ces vidéos soient authentiques, qu'elles transmettent notre message authentique. Et donc on va bien réfléchir aussi au sujet de la vidéo, au message central de la vidéo. Et on va bien sûr faire de notre mieux dans la limite du raisonnable. Et c'est ça qu'on va suivre. On va suivre nos habitudes. On laisse de côté les 100 000 abonnés. OK, on a fixé ça comme grande direction, c'est bon.
Maintenant, on lâche prise sur la grande direction et on se focalise sur les habitudes à instaurer. Et si par exemple je dis que je planifie 3 vidéos par semaine, ok, ben on y va. On les fait ces 3 vidéos. Il va y avoir des élastiques qui vont tirer. Si par exemple j'ai une blessure qui me pousse à être perfectionniste, une autre blessure qui me pousse à plaire à tout le monde, là il va y avoir des élastiques qui vont tirer et on va les dégommer en chemin. Si par exemple j'essaye de faire 3 vidéos et je vois que je suis très fatiguée, puis il n'y a pas d'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Alors, je vais peut-être dire que je vais en faire 2 ou que je vais en faire une. Et après avoir fait une vidéo par semaine pendant plusieurs semaines, peut-être que je vais pouvoir monter à 2. Vous voyez, on ajuste en fonction de ce qu'on fait comme expérience. Mais ça part toujours par une planification de nouvelles habitudes. Et ensuite, on les ajuste à mesure qu'on chemine. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement ficelé dès la première semaine. Ça va s'ajuster et d'ailleurs ça continuera à s'ajuster à mon avis tout le temps. Et petite précision, faire le buzz avec une vidéo, c'est pas une stratégie, c'est pas une habitude, ce n'est pas entre nos mains. Tout ce qui est entre nos mains, ce sont des habitudes. Les objectifs, les jalons, c'est pas entre nos mains. Faire le buzz, avoir 100 000 abonnés, ce n'est pas entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est de réfléchir à des sujets qu'on estime être des sujets qui ont de la valeur. Ce qui est entre nos mains, c'est de faire nos 3 vidéos par semaine et c'est tout. On se focalise sur ce qui est entre nos mains et on lâche prise sur ce qui ne l'est pas. On fait du mieux qu'on peut avec ce petit effort raisonnablement inconfortable. Et si on ralentit la cadence, ce n'est pas grave du tout. Tant qu'on est déterminé à garder le cap, même si le chemin est un peu plus long, c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas se distraire avec des hacks, des formules toutes prêtes, des baguettes magiques de l'extérieur, parce que là, ça va être une diversion et en plus, ça va être des actions qui vont être à l'extérieur de notre pouvoir. L'espoir n'est pas une stratégie, donc focalisez-vous sur les habitudes qui vont soutenir vos grands buts et allez-y à votre rythme. Ça ne sert à rien d'essayer de copier notre voisin qui a fait le buzz parce qu'on ne connaît pas les habitudes qu'il a installées pour obtenir ce résultat. Et en plus, ça nous désaligne parce qu'au lieu de nous focaliser sur notre message authentique, on est en train de regarder à l'extérieur ce qui pourrait nous aider à aller plus vite. Si le but, c'est de kiffer sa vie, si le but, c'est d'aller sur une ligne de vie plus vibrante, plus alignée, une ligne de vie qui nous élève, je ne pense pas que ce soit en copiant le voisin qu'on va réussir à le faire. Je sais pas, c'est mon avis. Après, ne prenez que ce qui résonne. Ce que je suggère ici, c'est d'établir un plan, des habitudes, des routines, de les ajuster s'il y en a besoin et puis de faire de son mieux. Et bien évidemment, on est humaine, humain, la vie est la vie et il va y avoir des moments où on n'a pas l'énergie, on n'a pas suffisamment d'énergie pour faire les choses. On a le droit de faire une pause, mais on laisse pas tomber. On peut ralentir, se reposer, mais on lâche pas l'affaire, on ne baisse pas les bras. On peut s'arrêter pour un petit moment et puis on reprend. Ce n'est qu'une pause, ce n'est pas un arrêt définitif. Et si vous rêvez grand, sachez que tous les chemins mènent vers votre but. Alors il y a le chemin de ceux qui veulent courir, il y a le chemin de ceux qui veulent marcher, et il y a le chemin de ceux qui veulent kiffer la nature autour d'eux, en empruntant des petits sentiers qui sont peut-être très jolis, mais peut-être un peu plus longs. Chacun prendra le chemin qu'il veut. Il n'y a pas de chemin idéal. Chacun choisit le sien. Le plus important, les amis, c'est de garder le cap et d'avancer. Fixez le cap, ajustez le rythme de vos pas, mais ne baissez pas le volume de votre âme. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.